Je vais avancer un argument qui peut sembler pessimiste, voire déprimant, mais je pense qu'il est probablement correct au vu de ce que nous savons de la physique, de la biologie et de l'univers. La vie intelligente est improbable, extraordinairement, incroyablement, stupéfiamment improbable. Nous pourrions être seuls dans la galaxie, nous pourrions même être seuls dans l'univers observable. Et le silence que nous entendons quand nous écoutons les signaux extraterrestres, ce silence cosmique assourdissant, pourrait ne pas être dû au fait que nous cherchons mal ou que nous écoutons sur les mauvaises fréquences. Il pourrait simplement être dû au fait qu'il n'y a personne là-dehors. Je m'appelle Leonard Susskind et j'ai passé ma carrière à réfléchir à l'univers aux plus grandes et aux plus petites échelles. Et plus j'apprends, plus j'apprécie à quel point l'émergence de la vie intelligente est spéciale, contingente et fragile. Commençons par le paradoxe de Fermi, car c'est là que toute cette discussion commence. En 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues au laboratoire national de Los Alamos. Ils discutaient des soucoupes volantes et de l'existence possible de civilisations extraterrestres. Fermi a posé une question simple: où sont-ils tous? Son point était le suivant. La Voie lactée a environ 13 milliards d'années. Elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Nous le savons aujourd'hui grâce aux relevés d'exoplanètes comme Kepler et TES. Si même une infime fraction de ces planètes a développé une vie intelligente, et si même une petite fraction de ces civilisations a développé les voyages spatiaux, la galaxie devrait regorger de preuves de civilisation alienne. Elles auraient dû coloniser la galaxie à l'heure actuelle. Elles auraient dû envoyer des sondes. Nous devrions voir leurs mégastructures, leurs signaux radio, leur chaleur résiduelle. Nous devrions voir quelque chose, mais nous ne voyons rien. Le ciel est silencieux. Pas de signaux, pas de visites, pas d'artefacts, rien. C'est le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente devrait être courante, pourquoi ne voyons-nous aucune preuve de son existence? Il existe de nombreuses solutions proposées à ce paradoxe, centaines en fait. Mais je veux me concentrer sur une catégorie particulière de solutions, celle que je trouve la plus convaincante. La vie intelligente est rare, extrêmement rare, peut-être unique. Cela va à l'encontre du principe copernicien, l'idée que la Terre n'est pas spéciale, que nous sommes une planète typique autour d'une étoile typique. Et pendant longtemps, j'ai cru au principe copernicien. Je pensais que la vie intelligente devait être courante. L'univers est si vaste, les chiffres si grands, que l'intelligence a dû apparaître d'innombrables fois. Mais plus j'ai appris, plus j'ai changé d'avis. Laissez-moi vous guider à travers l'équation de Frank Drake, car c'est un cadre utile pour réfléchir à ce problème. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé une équation pour estimer le nombre de civilisations détectables dans notre galaxie. Elle se présente ainsi: N égale R fois P fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Décomposons-la. N est le nombre de civilisations que nous pourrions détecter. R+ est le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie. P+ est la fraction d'étoiles possédant des planètes. NE est le nombre de planètes par étoile pouvant abriter la vie. FL est la fraction de ces planètes où la vie se développe. FI est la fraction de planètes porteuses de vie où une intelligence intelligente émerge. FC est la fraction de civilisations intelligentes qui développent une technologie détectable et L est la durée pendant laquelle ces civilisations émettent des signaux. Maintenant, insérons quelques chiffres. C'est là que les choses deviennent intéressantes et controversées. Le taux de formation d'étoiles est environ de 1 à 3 étoiles par an dans notre galaxie. Nous le connaissons assez bien. P+, la fraction d'étoiles avec planètes, est proche de 1. Presque toutes les étoiles ont des planètes. Kepler nous l'a montré. NE, le nombre de planètes habitables par étoile, est plus difficile. Mes estimations vont de 0,1 à 0,4. Donc environ 10 à 40% des étoiles pourraient avoir une planète dans la zone habitable, la région où l'eau liquide peut exister. Jusqu'ici, les chiffres sont bons. Il devrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie.
Mais maintenant, nous arrivons au terme vraiment incertain. FL, la fraction de planètes habitables où la vie se développe réellement. Nous n'avons qu'un seul point de données, la Terre. La vie est ici depuis 3,8 milliards d'années, relativement vite après la formation de la planète. Cela signifie-t-il que la vie apparaît facilement ou avons-nous eu de la chance? Nous ne le savons pas. Les estimations pour FL vont de presque 1 jusqu'à 10 puissance moins 11 ou moins, sans ordre de grandeur d'incertitude. Puis il y a FI, la fraction de planètes porteuses de vie où une intelligence intelligente émerge. Et c'est là que je pense que se trouve le vrai problème. Sur Terre, la vie existe depuis 3,8 milliards d'années. Pendant la plupart de ce temps, environ 3 milliards d'années, la vie n'était qu'organismes unicellulaires, des bactéries et des archées. Pas de vie multicellulaire, pas de complexité, juste des cellules seules faisant leur travail. Puis, il y a environ 600 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire est arrivé, l'explosion cambrienne. Soudainement, géologiquement parlant, la vie multicellulaire est apparue. Animaux, plans corporels complexes, yeux, système nerveux, relations prédateur-proie. La diversité de la vie a explosé. Pourquoi a-t-il fallu 3 milliards d'années? Nous ne le savons pas vraiment. Mais cela suggère que la transition de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire complexe n'est pas évidente. Elle n'est pas inévitable. Elle requiert des conditions spéciales qui peuvent être rares. Approfondissons cela, car la chronologie est cruciale pour comprendre à quel point notre existence est improbable. Pendant les 2 premiers milliards d'années de vie sur Terre, de 3,8 milliards d'années à environ 1,8 milliard d'années, il n'y avait même pas d'oxygène dans l'atmosphère. Zéro. L'atmosphère était principalement composée d'azote, de dioxyde de carbone et de méthane. Les océans étaient remplis d'organismes unicellulaires pratiquant un métabolisme anaérobie. Puis, il y a environ 2,4 milliards d'années, un événement appelé la grande oxydation s'est produit. Les cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques, produisaient de l'oxygène comme déchet depuis centaines de millions d'années. Au début, cet oxygène était absorbé par le fer dissous dans les océans, formant de la rouille qui se déposait au fond de l'océan. Nous pouvons voir ces dépôts aujourd'hui, formation de fer rubané, couche rouge dans les roches anciennes. Mais en fin de compte, tout le fer des océans a été oxydé et l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Cela a été catastrophique pour la plupart des formes de vie de l'époque. L'oxygène était toxique pour les organismes anaérobies qui dominaient la Terre. C'est probablement la première grande extinction de masse, mais cela a aussi créé une opportunité. L'oxygène permet la respiration aérobie bien plus efficace. Après que l'oxygène s'est stabilisé à des niveaux élevés, après que la planète a dégelé, après que les conditions sont devenues parfaites. Et voici ce qui me trouble. Rien ne nous permet de penser que cette séquence est inévitable. La production d'oxygène par les cyanobactéries, la grande oxydation, la survie à la Terre boule de neige, ce furent des événements contingents. Ils auraient pu ne pas se produire. La Terre aurait pu rester une planète de bactéries pour toujours. Et même après l'émergence de la vie complexe, il a fallu encore 600 millions d'années pour que la vie intelligente, nous, apparaisse. Pensez à cette chronologie. Sur 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre, la vie complexe n'existe que depuis les 600 derniers millions d'années, soit environ 13% du temps. Et la vie intelligente technologique n'existe que depuis quelques dizaines de milliers d'années, environ 0,007% de l'histoire de la Terre. Pendant 99,99% de l'existence de la Terre, il n'y avait pas d'intelligence, personne pour poser des questions, personne pour faire de la science. Juste des bactéries, puis finalement des plantes et des animaux vivants, mourants et évoluant, mais sans jamais penser, sans jamais se demander, sans jamais savoir. Maintenant, parlons de l'évolution de l'intelligence elle-même, car c'est un autre goulot d'étranglement massif que la plupart des gens ne réalisent pas. L'intelligence n'est pas un résultat inévitable de l'évolution. Elle n'est même pas évidemment avantageuse dans la plupart des niches écologiques. Considérez les dinosaures. Ils ont dominé la Terre pendant environ 165 millions d'années, bien plus longtemps que les mammifères n'existent. Et pendant tout ce temps, avec toutes ces espèces, avec toute cette innovation évolutive, pas une seule espèce de dinosaure n'a développé quelque chose approchant l'intelligence humaine.
Certaines avaient de gros cerveaux par rapport à leur taille corporelle. Certaines étaient sociales. Certaines utilisaient des outils de manière rudimentaire. Mais aucune n'a construit de ville, créé un langage ou développé de technologie. Pourquoi pas? Parce que l'intelligence est coûteuse. Le cerveau humain consomme environ 20% du budget énergétique du corps, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. C'est un coût métabolique énorme. Et pendant la majeure partie de l'histoire évolutive, ce coût n'était pas rentable. Être un prédateur performant ne nécessite pas d'intelligence. Les requins réussissent extrêmement bien depuis 450 millions d'années avec des cerveaux relativement petits. Être un herbivore performant ne nécessite pas d'intelligence. L'herbe a conquis d'immenses étendues de la planète sans un seul neurone. L'intelligence ne devient avantageuse que dans des niches écologiques très spécifiques. Celles qui récompensent la résolution de problèmes, l'utilisation d'outils, la coopération sociale et la planification à long terme. Sur Terre, cette niche était occupée par les premiers hominidés, en Afrique, des primates des savanes confrontés à des environnements variables, qui devaient chasser en coopération et bénéficiaient de la fabrication d'outils et du partage de connaissances. Mais c'est une seule lignée, un seul groupe d'espèces parmi des millions de lignées qui ont existé sur Terre. Seule la nôtre a développé une haute intelligence. Les corbeaux sont intelligents, les pieuvres sont intelligentes, les dauphins sont intelligents. Mais aucun d'eux n'a développé de technologie. Aucun n'a créé de civilisation. Et voici quelque chose d'encore plus sobre. La conscience elle-même, l'expérience subjective, le sentiment de ce que cela fait d'être quelque chose. Nous ne savons même pas si elle est nécessaire à l'intelligence. On peut imaginer un comportement intelligent sans conscience. Les zombies philosophiques, comme on les appelle. Des entités qui se comportent intelligemment, mais n'ont aucune expérience intérieure. Nous ne savons pas quand la conscience est apparue dans l'histoire évolutive. Les premiers animaux l'avaient-ils? Les insectes? Les poissons? Nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas si la conscience est un prérequis nécessaire pour le type d'intelligence qui construit des civilisations. Tout cela ajoute des couches d'improbabilité sur des couches d'improbabilité. Sur des milliards d'espèces qui ont existé sur Terre, une seule a développé la technologie. Une seule a construit des villes, écrit un langage, fait de la science. Une espèce sur des milliards. Le biologiste Ernst Mayr a argumenté que cela montre que l'intelligence n'est pas une inévitabilité de l'évolution. La plupart des espèces s'en sortent parfaitement bien sans elle. L'intelligence est métaboliquement coûteuse. Elle demande un gros cerveau qui demande beaucoup d'énergie. Et pendant la majeure partie de l'histoire évolutive, l'intelligence n'était pas particulièrement avantageuse. La conclusion de Mayr était que Fi est très petit, peut-être 10-9 ou moins. Si c'est juste, alors même si chaque planète habitable développe la vie intelligente reste extraordinairement rare. Maintenant, laissez-moi vous parler de travaux récents qui rendent le tableau encore plus sombre. En 2024, 2 scientifiques planétaires, Robert Stern et Taras Geria, ont publié un article proposant que l'équation de Drake manque 2 termes cruciaux. Ils argumentent que la tectonique des plaques et la présence à la fois de continents et d'océans sont essentielles pour que la vie intelligente se développe. La tectonique des plaques, le lent mouvement des plaques crustales sur la surface de la Terre, fait plusieurs choses importantes. Elle recycle le carbone entre l'atmosphère et l'intérieur de la Terre, régulant le climat sur des échelles géologiques. Elle crée des environnements diversifiés, montagnes, vallées, littorales, qui stimulent l'évolution. Elle a peut-être joué un rôle crucial dans l'explosion cambrienne en augmentant les niveaux d'oxygène dans les océans. Et surtout, la tectonique des plaques nécessite des conditions spécifiques. La planète doit être à la bonne taille, assez grande pour retenir la chaleur interne, mais pas trop épaisse pour que la croûte ne devienne trop épaisse pour bouger. Elle a besoin d'eau liquide pour lubrifier les limites des plaques. Elle a probablement besoin d'une grosse lune pour stabiliser sa rotation et créer des marées. La Terre a tout cela, mais combien d'autres planètes? Stern et Geria estiment que la fraction de planètes habitables avec des continents significatifs, des océans et une tectonique des plaques durables se situe entre 0,0003 et 0,002. C'est minuscule. Même à la limite haute, cela fait que 2 planètes sur 1000 planètes habitables. Quand on multiplie cela dans l'équation de Drake, le nombre de civilisations étendues dans la galaxie chute dramatiquement. Au lieu de milliards ou de millions, on obtient des nombres proches de 0. Peut-être 1, peut-être moins de 1. Nous seuls. Mais laissez-moi ajouter une autre couche à ce problème qui me trouble particulièrement.
Même si la vie existe ailleurs, même si elle est courante, détecter la vie est extraordinairement difficile. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes jusqu'à présent. Nous pouvons mesurer leur masse, leurs périodes orbitales, parfois la composition de leur atmosphère grâce à la spectroscopie de transit. Quand la planète passe devant son étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère et nous pouvons voir les lignes d'absorption des gaz atmosphériques. Cette technique fonctionne. Nous avons détecté de l'eau vapeur, du dioxyde de carbone, du méthane, même du sodium dans les atmosphères d'exoplanètes. Et en principe, nous pourrions détecter des biosignatures, des gaz indiquant la présence de vie. La biosignature la plus évidente serait l'oxygène combiné au méthane. Sur Terre, ces gaz coexistent dans notre atmosphère dans un état de déséquilibre chimique. L'oxygène et le méthane réagissent entre eux. Le fait qu'ils soient deux présents signifie que quelque chose les produit constamment. Sur Terre, ce quelque chose est la vie. Les plantes produisent de l'oxygène par photosynthèse et divers microbes produisent du méthane. Sans vie régénérant constamment ces gaz, ils réagiraient et disparaîtraient en moins de 10 millions d'années. Un clin d'œil en temps géologique. Donc, si nous détectons de l'oxygène et du méthane ensemble sur une exoplanète, c'est une forte preuve de vie. Pas une preuve absolue, il y a des processus abiotiques qui pourraient produire ces signatures, mais une forte preuve. Mais voici le problème. Nous n'avons détecté ces signatures sur aucune exoplanète jusqu'à présent. Et la raison est technique. La plupart des exoplanètes découvertes sont soit trop grandes, des géantes gazeuses comme Jupiter, soit orbitent trop près d'étoiles naines peu brillantes, ce qui rend la spectroscopie difficile. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a la capacité de détecter des biosignatures sur des petites planètes rocheuses. Nous atteignons enfin le point où nous pourrions détecter la vie si elle existe sur des mondes proches. Mais nous ne l'avons pas fait, pas encore. Et plus nous cherchons sans rien trouver, plus le silence devient significatif. Maintenant, même si nous détectons des biosignatures, même si nous trouvons de l'oxygène et du méthane sur une douzaine d'exoplanètes proches, cela nous dirait que la vie existe. Mais cela ne nous dirait pas que la vie intelligente existe. Pour cela, nous avons besoin de technosignatures, des preuves de technologie. Et là, le défi devient encore plus redoutable. Sur Terre, la civilisation humaine produit des signaux détectables depuis moins de 100 ans. Nous avons commencé à diffuser la radio dans les années 1920. Donc notre bulle radio, la sphère en expansion d'espace où nos signaux pourraient être détectés, n'a un rayon que d'environ 100 années-lumière. La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Notre bulle radio couvre environ 1/1000e du volume de la galaxie. Si une autre civilisation existe dans la Voie lactée, au même niveau technologique que nous, et a commencé à émettre en même temps que nous, les chances que nos bulles radio se chevauchent sont minuscules. Et cela suppose que les civilisations continuent d'émettre longtemps. Nous nous éloignons déjà des puissantes diffusions radio vers la fibre optique, les communications par satellite et les faisceaux dirigés. Notre planète devient radio-silencieuse. Dans 100 ans, nous pourrions être essentiellement indétectables pour les recherches de type SETI. Si la plupart des civilisations passent par une transition similaire, une brève fenêtre radio ne durant qu'un siècle ou deux, alors même si la galaxie contient des milliers de civilisations, nous pourrions ne jamais nous détecter mutuellement, car nos fenêtres radio ne se chevauchent pas. Il y a aussi le problème de la fréquence à écouter. Le spectre électromagnétique est vaste. Nous n'avons exploré qu'une infime fraction de celui-ci, sur une infime fraction du ciel, pendant une infime fraction du temps. C'est comme prélever une tasse d'eau dans l'océan et conclure qu'il n'y a pas de poisson parce qu'on n'en a pas trouvé dans sa tasse. Mais malgré ces défis, je pense que le résultat nul est significatif. Nous cherchons depuis plus de 60 ans. Nous avons examiné des millions d'étoiles. Si la vie intelligente était courante, si les civilisations étaient partout, nous aurions dû trouver quelque chose à l'heure qu'il est. Un signal errant, une anomalie, quelque chose. Le silence suggère soit que les civilisations sont rares, soit qu'elles sont silencieuses, soit qu'elles ne durent pas longtemps, soit qu'elles font quelque chose que nous n'imaginons pas. Vous pourriez objecter, Lenny, tu fais des hypothèses centrées sur la Terre. Peut-être que la vie n'a pas besoin de tectonique des plaques, peut-être qu'elle n'a pas besoin de continents et d'océans. Peut-être qu'une vie à base de silicium dans des océans d'ammoniac sur une planète verrouillée autour d'une étoile naine M pourrait développer l'intelligence sans problème. Et vous auriez raison de contester cela. Nous n'avons qu'un seul exemple de vie, la vie terrestre, et extrapoler à partir d'un seul point de données est dangereux.
Mais voici le truc. Nous devons travailler avec ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est que sur Terre, l'intelligence a nécessité des milliards d'années d'évolution, des conditions géologiques spécifiques, des multiples événements d'extinction qui ont libéré des niches écologiques, et beaucoup de chance. Peut-être y a-t-il d'autres voies, peut-être que l'intelligence peut émerger sans toutes ces conditions, mais nous n'avons aucune preuve de cela. Et en l'absence de preuves, je pense qu'il est plus raisonnable de supposer que les conditions qui nous ont menés sont nécessaires, ou du moins hautement favorables. Parlons du grand filtre, car c'est pertinent ici. Le grand filtre est un concept proposé par Robin Hanson. L'idée est qu'il y a, quelque part entre la formation d'une planète et le développement d'une civilisation à l'échelle galactique, un filtre, une barrière, qui empêche la plupart des tentatives de vie de réussir. La question est, où se trouve le filtre? Est-il derrière nous ou devant nous? Si le filtre est derrière nous, si l'étape difficile est de passer de la non-vie à la vie, ou de la vie simple à la vie complexe, alors nous l'avons déjà passé. Nous avons surmonté la partie difficile et notre avenir pourrait être assuré. Mais si le filtre est devant nous, si l'étape difficile est de survivre assez longtemps pour coloniser la galaxie, alors nous sommes en danger, car cela signifie que la plupart des civilisations se détruisent avant de pouvoir s'étendre au-delà de leur planète d'origine. Guerre nucléaire, changement climatique, intelligence artificielle dévoyée, pandémie, impact d'astéroïdes. Il y a de nombreuses façons pour une civilisation technologique de disparaître. Et voici ce qui est troublant, nous n'avons aucune preuve de civilisations qui ont passé le filtre. Le ciel est silencieux, personne n'a colonisé la galaxie, personne n'a laissé de preuves détectables de son existence. Cela suggère soit que le filtre est derrière nous, la vie intelligente est rare, soit qu'il est devant nous, nous sommes condamnés. J'espère que c'est la première option. J'espère que nous sommes juste rares, pas condamnés. Mais les données ne nous permettent pas encore de distinguer ces possibilités. Maintenant, abordons l'argument des grands nombres, parce que je l'entends tout le temps. Lenny, l'univers est si grand, il y a tant d'étoiles, tant de planètes. Même si les chances de vie intelligente sont infimes, il devrait y avoir plein de civilisations intelligentes. Les chiffres sont trop grands. Et jadis, je trouvais cet argument convaincant, mais plus encore. Voici pourquoi. Même si l'univers est vaste, les probabilités peuvent être encore plus vastes. Si la probabilité que la vie intelligente apparaisse sur une planète habitable donnée est de 10 puissance moins 21, alors même avec des milliards de planètes habitables, on s'attendrait à moins d'une civilisation intelligente dans la galaxie. Et nous n'avons aucun moyen de savoir si 10 puissance moins 21 est trop optimiste ou trop pessimiste. Cela pourrait être 10 puissance moins 50, cela pourrait être 10 puissance moins 100. Le point est que les grands nombres ne servent à rien si les probabilités sont suffisamment petites. Prenons une analogie. Imaginez que vous essayez de gagner à la loterie. Les chances de gagner sont de 1 sur 300 millions. Maintenant, vous achetez 1 milliard de tickets. Vos chances s'améliorent, certes, mais vous restez très peu probable de gagner. C'est la situation de la vie intelligente. Oui, il y a des milliards de planètes, mais si les chances de qu'une seule développe l'intelligence sont suffisamment infimes, ces milliards n'ont pas d'importance. Et c'est là que cela se connecte à mes propres travaux sur le paysage des cordes et le principe anthropique. Je pense que cette perspective est cruciale pour comprendre notre place dans l'univers. Dans le tableau du multivers, j'ai défendu l'inflation éternelle peuplant le paysage des cordes. Il y a un nombre incompréhensiblement grand d'univers, peut-être 10 puissance 500 états de vide différents, chacun réalisé un nombre infini de fois dans des univers poches. La plupart de ces univers sont stériles, morts, inappropriés pour la vie, parce que les constantes de la nature sont mauvaises. La constante cosmologique est trop grande, les électrons trop lourds, le carbone ne peut pas se former, la chimie ne fonctionne pas. Nous existons dans un univers compatible avec la vie. Mais voici la question. Dans notre univers particulier, avec nos lois de la physique et constantes de la nature, à quel point la vie est-elle courante? À quel point l'intelligence est-elle courante? Le multivers explique pourquoi notre univers a les bonnes lois, mais il ne garantit pas que la vie intelligente soit courante dans notre univers. Il est possible, voire probable, que même dans un univers compatible avec la vie, comme le nôtre, l'émergence actuelle de la vie intelligente soit si improbable, si contingente à des conditions spécifiques et des événements de chance, qu'elle ne se produise qu'une fois par univers, ou qu'une fois par galaxie, ou qu'une fois par univers observable. Le principe anthropique explique pourquoi nous existons, mais il n'explique pas pourquoi il devrait en avoir beaucoup d'autres. C'est parfois appelé le principe anthropique vague contre le principe anthropique fort.
La version vague dit simplement que nous existons dans un univers compatible avec notre existence. La version forte dit que l'univers doit produire des observateurs comme nous. Je crois dans la version vague, je suis sceptique vis-à-vis de la version forte. Et si j'ai raison, alors le fait que nous existions, que la Terre ait de la vie intelligente, n'implique pas que la vie intelligente soit courante, il implique juste qu'elle s'est produite une fois. Pensez encore à l'analogie de la loterie. Si vous gagnez à la loterie, cela ne signifie pas que beaucoup d'autres ont gagné aussi. Cela signifie juste que quelqu'un a gagné, vous. Nous avons gagné la loterie cosmique. Nous existons dans un univers compatible avec la vie, sur une planète avec la bonne géologie, avec la bonne histoire d'accumulation d'oxygène, d'extinction de masse et de contingences évolutives, dans la bonne galaxie au bon moment. Cela ne signifie pas qu'il y a beaucoup d'autres gagnants, cela pourrait juste signifier que nous avons eu de la chance. Et cela m'amène à quelque chose que je trouve à la fois beau et terrifiant. L'effet de sélection par l'observateur pourrait masquer notre unicité. Si la vie intelligente est incroyablement rare, peut-être unique dans l'univers observable, nous nous attendrions quand même à nous retrouver exactement dans la situation que nous observons. Nous nous retrouverions sur une planète habitable dans un univers compatible avec la vie, entouré d'un cosmos vaste qui semble vide, parce que c'est le seul type d'endroit où des observateurs peuvent exister. L'univers pourrait contenir 1 million de civilisations intelligentes ou une seule, et de notre point de vue, nous ne pourrions pas faire la différence. Nous observerions la même chose dans les deux cas, nous-mêmes, apparemment seuls, nous demandant s'il y a quelqu'un d'autre là-dehors. Cela me trouble profondément. Cela signifie que les données que nous avons, notre propre existence, le silence du cosmos, sont compatibles à la fois avec la vie est courante et nous sommes uniques. Nous ne pouvons pas distinguer ces hypothèses par l'observation, du moins pas encore. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire des estimations basées sur ce que nous savons de la biologie, de la géologie et de l'histoire de la vie sur Terre. Et ces estimations, comme je l'ai argumenté, suggèrent que la vie intelligente est rare. Il y a encore une chose dont je veux parler, l'aspect temporel. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Soleil et notre système solaire se sont formés il y a environ 4,6 milliards d'années. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Nous sommes relativement tôt. Il y a des étoiles qui se sont formées des milliards d'années avant notre Soleil. Il aurait pu y avoir des civilisations qui sont apparues des milliards d'années plus tôt. Et si elles sont apparues des milliards d'années plus tôt et qu'elles ont développé les voyages spatiaux, elles ont eu des milliards d'années pour coloniser la galaxie. La galaxie devrait être complètement remplie de leurs descendants. Mais ce n'est pas le cas. Du moins, nous ne voyons aucune preuve qu'elle l'est. C'est parfois appelé l'argument de Hart, ou Tipler. Michael Hart et Frank Tipler ont soutenu indépendamment que l'absence d'aliens sur Terre prouve qu'aucune civilisation extraterrestre n'existe, car si elles existaient, elles auraient colonisé la galaxie à l'heure qu'il est, y compris la Terre. Il y a des contre-arguments. Peut-être que les civilisations ne colonisent pas. Peut-être qu'elles préfèrent rester chez elles. Peut-être qu'elles sont ici mais se cachent. Peut-être qu'elles ont visité dans le passé et que nous les avons manquées. Mais tous ces arguments nécessitent des explications spéciales. Ils supposent que chaque civilisation se comporte d'une manière particulière qui semble improbable. L'explication la plus simple, le rasoir d'Occam, est qu'il n'y a pas de civilisation pour coloniser la galaxie, parce que la vie intelligente est rare, peut-être unique. Mais ajoutons de la nuance à l'argument temporel, car le timing pourrait être plus subtil qu'il ne paraît à première vue. Les premières étoiles de l'univers, les étoiles de population 3, se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Mais ces étoiles étaient faites uniquement d'hydrogène et d'hélium, pas d'éléments lourds, pas de carbone, pas d'oxygène, pas de silicium, pas de fer, rien de plus lourd que l'hélium. On ne peut pas faire de planète avec de l'hydrogène et de l'hélium, on ne peut pas faire de roches, on ne peut pas faire de chimie, on ne peut pas faire de vie. Les éléments lourds, plus lourds que l'hélium, sont produits à l'intérieur des étoiles par fusion nucléaire, puis dispersés dans l'espace quand les étoiles explosent en supernova. Ce processus s'appelle la nucléosynthèse stellaire. Mais cela prend du temps. Plusieurs générations d'étoiles doivent vivre et mourir avant que suffisamment d'éléments lourds s'accumulent pour former des planètes rocheuses. Les premières planètes rocheuses n'ont probablement pas pu se former avant que l'univers ait suffisamment d'années.
Peut-être pas avant 6 ou 7 milliards d'années après le Big Bang. Et même alors, les conditions n'étaient peut-être pas idéales. L'univers primitif était plus violent, les taux de supernova étaient plus élevés, les sursauts gamma plus fréquents, les niveaux de radiation plus élevés. Il est possible que la zone habitable galactique, la région de la galaxie où les conditions sont propices à la vie, soit beaucoup plus petite dans l'univers primitif qu'aujourd'hui, voire inexistante. Donc, même si l'univers a 13,8 milliards d'années, la fenêtre pour la vie intelligente n'a peut-être ouverte que ces derniers milliards d'années. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas mystérieusement en retard, nous sommes en fait relativement tôt. Nous pourrions être parmi les premières civilisations de la galaxie, peut-être même les toutes premières. Et dans ce cas, le silence a du sens. Il n'y a pas de civilisations anciennes parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour qu'elles apparaissent. Nous sommes des pionniers, les premiers explorateurs, les premiers yeux que l'univers a ouverts pour se regarder lui-même. C'est une pensée magnifique, mais cela ne résout pas complètement le paradoxe de Fermi. Car même si nous sommes tôt, il devrait y avoir d'autres civilisations apparaissant à peu près en même temps que nous. Des étoiles similaires au Soleil, des planètes similaires à la Terre, se formant à des époques similaires. Où sont-elles ? À moins que, et c'est la possibilité à laquelle je reviens sans cesse, les barrières soient si hautes, les filtres si sévères, que la vie intelligente soit réellement incroyablement rare, peut-être unique dans l'univers observable. Nous nous attendrions quand même à nous retrouver exactement dans la situation que nous observons. Nous nous retrouverions sur une planète habitable dans un univers compatible avec la vie, entouré d'un cosmos vaste qui semble vide, parce que c'est le seul type d'endroit où des observateurs peuvent exister. L'univers pourrait contenir 1 million de civilisations intelligentes ou une seule, et de notre point de vue, nous ne pourrions pas faire la différence. Nous observerions la même chose dans les deux cas, nous-mêmes, apparemment seuls, nous demandant s'il y a quelqu'un d'autre là-dehors. Cela me trouble profondément. Cela signifie que les données que nous avons, notre propre existence, le silence du cosmos, sont compatibles à la fois avec la vie est courante et nous sommes uniques. Nous ne pouvons pas distinguer ces hypothèses par l'observation, du moins pas encore. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire des estimations basées sur ce que nous savons de la biologie, de la géologie et de l'histoire de la vie sur Terre. Et ces estimations, comme je l'ai argumenté, suggèrent que la vie intelligente est rare. Il y a encore une chose dont je veux parler, l'aspect temporel. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Soleil et notre système solaire se sont formés il y a environ 4,6 milliards d'années. La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Nous sommes relativement tôt. Il y a des étoiles qui se sont formées des milliards d'années avant notre Soleil. Il aurait pu y avoir des civilisations qui sont apparues des milliards d'années plus tôt. Et si elles sont apparues des milliards d'années plus tôt et qu'elles ont développé les voyages spatiaux, elles ont eu des milliards d'années pour coloniser la galaxie. La galaxie devrait être complètement remplie de leurs descendants. Mais ce n'est pas le cas. Du moins, nous ne voyons aucune preuve qu'elle l'est. C'est parfois appelé l'argument de Hart ou Tipler. Michael Hart et Frank Tipler ont soutenu indépendamment que l'absence d'aliens sur Terre prouve qu'aucune civilisation extraterrestre n'existe, car si elles existaient, elles auraient colonisé la galaxie à l'heure qu'il est, y compris la Terre. Il y a des contre-arguments. Peut-être que les civilisations ne colonisent pas. Peut-être qu'elles préfèrent rester chez elles. Peut-être qu'elles sont ici mais se cachent. Peut-être qu'elles ont visité dans le passé et que nous les avons manquées. Mais tous ces arguments nécessitent des explications spéciales. Ils supposent que chaque civilisation se comporte d'une manière particulière qui semble improbable. L'explication la plus simple, le rasoir d'Occam, est qu'il n'y a pas de civilisation pour coloniser la galaxie, parce que la vie intelligente est rare, peut-être unique. Mais ajoutons de la nuance à l'argument temporel, car le timing pourrait être plus subtil qu'il ne paraît à première vue. Les premières étoiles de l'univers, les étoiles de population 3, se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Mais ces étoiles étaient faites uniquement d'hydrogène et d'hélium, pas d'éléments lourds, pas de carbone, pas d'oxygène, pas de silicium, pas de fer, rien de plus lourd que l'hélium. On ne peut pas faire de planète avec de l'hydrogène et de l'hélium. On ne peut pas faire de roches. On ne peut pas faire de chimie. On ne peut pas faire de vie. Les éléments lourds, plus lourds que l'hélium, sont produits à l'intérieur des étoiles par fusion nucléaire, puis dispersés dans l'espace quand les étoiles explosent en supernova. Ce processus s'appelle la nucléosynthèse stellaire. Mais cela prend du temps. Plusieurs générations d'étoiles doivent vivre et mourir avant que suffisamment d'éléments lourds s'accumulent pour former des planètes rocheuses.
Les premières planètes rocheuses n'ont probablement pas pu se former avant que l'univers ait suffisamment d'années. Peut-être pas avant 6 ou 7 milliards d'années après le Big Bang. Et même alors, les conditions n'étaient peut-être pas idéales. L'univers primitif était plus violent, les taux de supernova étaient plus élevés, les sursauts gamma plus fréquents, les niveaux de radiation plus élevés. Il est possible que la zone habitable galactique, la région de la galaxie où les conditions sont propices à la vie, soit beaucoup plus petite dans l'univers primitif qu'aujourd'hui, voire inexistante. Donc, même si l'univers a 13,8 milliards d'années, la fenêtre pour la vie intelligente n'a peut-être ouverte que ces derniers milliards d'années. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas mystérieusement en retard, nous sommes en fait relativement tôt. Nous pourrions être parmi les premières civilisations de la galaxie, peut-être même les toutes premières. Et dans ce cas, le silence a du sens. Il n'y a pas de civilisations anciennes parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour qu'elles apparaissent. Nous sommes des pionniers, les premiers explorateurs, les premiers yeux que l'univers a ouverts pour se regarder lui-même. C'est une pensée magnifique, mais cela ne résout pas complètement le paradoxe de Fermi. Car même si nous sommes tôt, il devrait y avoir d'autres civilisations apparaissant à peu près en même temps que nous. Des étoiles similaires au Soleil, des planètes similaires à la Terre, se formant à des époques similaires. Où sont-elles ? À moins que, et c'est la possibilité à laquelle je reviens sans cesse, les barrières soient si hautes, les filtres si sévères, que la vie intelligente soit réellement incroyablement rare. Peut-être une civilisation par galaxie, peut-être une par 100 galaxies, peut-être moins. Dans ce cas, nous pourrions être seuls pendant très longtemps, peut-être pour toujours. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais optimiste sur le SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Je pensais que nous trouverions des signaux, je pensais que nous entrerions en contact, je pensais que l'univers devait être plein de vie intelligente. Mais nous écoutons depuis plus de 60 ans maintenant. Nous avons examiné des millions d'étoiles, nous avons regardé des milliers d'exoplanètes. Nous avons surveillé le ciel pour des signaux radio, optiques, des signatures infrarouges, et nous n'avons rien trouvé. Absolument rien. Pas de technosignature, pas de preuves de mégastructures, pas de signaux dirigés, pas de fuite accidentelle, rien. Le silence est assourdissant. Et à un moment donné, il faut prendre cela au sérieux. À un moment donné, l'absence de preuves devient preuve d'absence. Je ne dis pas que nous devrions arrêter de chercher, je ne dis pas que le SETI est une perte de temps. Nous devrions absolument continuer à chercher, à écouter, à regarder. Mais je pense que nous devons nous préparer à la possibilité, voire à la probabilité, que nous soyons seuls. Que la vie intelligente soit si rare, si contingente, si improbable, qu'elle n'ait peut-être surgi qu'une seule fois dans l'univers observable. Nous. Et si c'est vrai, si nous sommes vraiment seuls, alors nous avons une énorme responsabilité. Nous sommes les seuls à pouvoir poser des questions sur l'univers, à pouvoir faire de la science, à pouvoir apprécier la beauté, à pouvoir créer de l'art, de la musique et de la littérature. Nous sommes la façon dont l'univers se comprend lui-même. Et si nous nous détruisons par la guerre, par l'effondrement environnemental, par notre propre stupidité, alors cette lumière s'éteint pour toujours, ou du moins pour des milliards d'années. C'est un fardeau lourd, mais c'est aussi inspirant d'une certaine façon. Cela signifie que nous comptons. Ce que nous faisons compte. Les choix que nous faisons comptent. Si nous sommes la seule intelligence dans la galaxie, peut-être dans l'univers, alors préserver notre civilisation, nous étendre dans l'espace, assurer notre survie à long terme, devient non seulement un impératif humain, mais un impératif cosmique. Permettez-moi de conclure ainsi. Je pourrais me tromper, j'espère me tromper. J'aimerais être contredit par la découverte d'un signal alien demain, mais sur la base de tout ce que nous savons, sur la base de l'équation de Drake, sur la base des exigences géologiques pour la vie complexe, sur la base de l'improbabilité de l'intelligence, sur la base du silence du cosmos, je pense que la vie intelligente est improbable, extrêmement improbable. Nous pourrions être les seuls. Et cela signifie que nous devons nous préoccuper de nous-mêmes, prendre soin de notre planète et prendre soin de notre avenir. Parce que si c'est nous, si nous sommes la seule chance de l'univers pour l'intelligence, alors nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Merci d'avoir écouté. Levez les yeux vers les étoiles ce soir et rappelez-vous, nous pourrions être les seuls à regarder.